Bonsoir à tout le monde. En l'absence du maire ce soir, ça va être moi qui va présider l'Assemblée. Fait que, sans plus tarder, on va y aller avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, avec plaisir, Monsieur le maire suppléant. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2015. 4, suite au procès-verbal. 5, dépôt pour acceptation, état financier de l'Office municipal d'habitation de Saint-Félicien pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. 6, diverses nominations, services de sécurité incendie. 7, décisions sur une demande de dérogation mineure concernant le 1076 rang double. 8, décisions sur une demande de dérogation mineure 3496 Chemin des Dorés. 9, décisions sur une demande de dérogation mineure 2128 Chemin de la Pointe. 10, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelés les PIA 1133 rue Notre-Dame. 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1058 boulevard Sacré-Cœur. On se parle de la Maison de la Culture. 12, demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal Rang Nord. 13, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, élaboration des plans et devis. 14, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, réalisation de travaux. 15, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. 16, dépôt de certificat d'enregistrement règlement 15-880 décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 $ relativement au prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de villégiature. 17, autorisation de fermeture de rue, journée familiale 29 août 2015. 18, Monsieur le maire suppléant, l'item sera retiré de l'ordre du jour, reporté à une séance ultérieure. 19, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Danny Renaud, arpenteur géomètre, le lot 5 733 947 au cadastre du Québec, boulevard Ramel, rue de l'Énergie, autorisation de signer. 20, dépôt pour acceptation, procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 6 mai et du 12 mai 2015. 21, vente du lot 5 733 947 au cadastre du Québec, aux intersections boulevard Amel, rue de l'Énergie, à spécialité électrique Auto Saint-Félicien, 9 865 et 39 plus taxes, autorisation de signer. 22, entente à intervenir avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques, autorisation de signer. 23, entente à intervenir avec l'usine de congélation de Saint-Bruno incorporée concernant le traitement des eaux usées, autorisation de signer. 24, mandat de service professionnel, projet de piste cyclable, Saint-Félicien-La Dorée, Corporation d'aménagement et de développement de La Dorée, CADLD. 25, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860. 26, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13 860. 27, acceptation de la liste des comptes de la période du 14 au 27 mai 2015. 28, autorisation de payer divers comptes. 29, décompte progressif numéro 11, construction d'un bâtiment de service à la Marina Construction Bonaire incorporée, 17 716 $ et 21 sous, taxes incluses. 30, libération de retenue, remplacement du tablier du pont Acier-Bois, route de l'Église, construction Martin-Rousseau incorporée, 1720,88 taxes incluses. 31, avis de motion, 32, intervention des membres du Conseil, 33, période de questions, 34, levée de la réunion. Appuyé. Par Alexandre Paradis. Merci. Acceptation du procès-verbal de la séance du 25 mai. On a pris connaissance, M. le maire, et j'en fais la proposition. Non. M. Bouchard. Numéro 6. Y a-t-il des suites au procès-verbal, Mario? Non, M. le maire suppléant, j'ai vu une suite enregistrée. OK. Numéro 5, dépôt pour acceptation des états financiers de l'Office municipal de l'habitation de Saint-Félicien pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. Madame Dufour.
C'est correct? OK. Bon, mais d'abord, bonsoir à tous. D'entrée de jeu, peut-être d'excuser notre présidente à l'Office municipal, Mme Hélène Hébert, qui devait être ici, a eu un empêchement. Donc, je vais me faire le plaisir de vous présenter nos états financiers 2014. Peut-être une petite précision. Vous avez en main, évidemment, c'est qu'un extrait de notre rapport financier annuel. Le rapport financier a été déposé à Danny Coudé il n'y a pas longtemps. Fait que si vous avez des questions ou du moins des précisions que vous voulez là, au niveau des notes aux états financiers, les questionnaires qui ont été remplis pour la SHQ, tout ça, le document est disponible et si vous en voulez personnellement une copie, on peut vous la fournir aussi, c'est public. Dans les premières pages, vous avez le rapport de l'auditeur. On s'entend qu'on n'en fera pas la lecture. Là, c'est le rapport standard des états financiers vérifiés. Fait que, si vous me le permettez, on va passer tout droit. Donc, on tourne les pages du rapport du vérificateur. On s'amène au bilan de l'Office municipal. Je vais en faire une lecture rapide. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on amènera des précisions. Alors, on a fini l'année avec une encaisse de 3 176 $, des débiteurs de 283 698. On avait une encaisse en placement réservé de 14 854, des IMO pour 408 613, pour un actif total de 710 341. On voit à la page suivante pour le passif. Les avances temporaires sur le RAM capitalisable, 36 828. Les créditeurs, ça, c'est les comptes à payer, 210 204. Autres passifs à court terme, 76 670. Portion à court terme de la dette à long terme, 52 508. Dette à long terme, 923 342. Au niveau de l'actif net, on a une réserve d'autogestion de 14 854. Investi en IMO, 604 065 pour un total de l'actif net et le passif de 710 341. Est-ce qu'il y a des questions sur le bilan? Question, voilà. Ça va? Oui. La page suivante, on a l'état des résultats. La colonne centrale qui donne les résultats de l'année. Première colonne, le budget prévu et l'année suivante pour la dernière colonne. Donc, on va s'en tenir à la lecture de la colonne du centre. On a des produits, en fait, ce sont les revenus de location de 668 265. En frais d'administration, 225 034. Conciergerie et entretien, 197 282. Énergie, taxes, assurance et sinistres, 321 504. RAM, ce qui est remplacement, amélioration, modernisation, 88 049. Financement, 398 309. Services à la clientèle, 80 658. Pour un total de charges de 1 310 836. Surplus, évidemment, c'est un déficit avant capitalisation de 642 571. Moins la capitalisation, 469 625, ce qui nous donne un déficit partageable de 469... Non, je m'excuse, c'est pas bon ça. Déficit partageable de 469 625. En fait, là, la nuance à apporter là-dedans, là, c'est un tas de chiffres avec un tas de termes qui sont un petit peu mêlants. Ce qui est à retenir, dans le fond, c'est que la municipalité, cette année, ça vous coûte 64 256. Et la Société d'habitation du Québec en absorbe 578 315. C'est-à-dire que la municipalité paye 10 du déficit après capitalisation. Ce qui veut dire, c'est qu'on a investi dans l'année, exemple, 560 000 $ au niveau des travaux majeurs, mais de ces 560 000 $-là, il y en avait 470 000 qui étaient capitalisables. Ce qui veut dire, c'est qu'on le sort du résultat, puis dans le fond, la municipalité va absorber à chacune des années le 10 des intérêts qui auront servi à financer ce montant-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Yes. La page suivante, il y a un tas de chiffres. On va se rendre directement au chiffre d'en bas. C'est le mouvement des subventions. Ce que ça veut dire, ça, c'est ce que ça a coûté à l'Office versus ce qui était prévu, ce que la Ville a donné, puis l'écart entre les deux. Ce qui veut dire, c'est qu'on finit l'année avec un compte à recevoir de la SHQ de 106 366 et de la municipalité de 4 654. Ça veut dire que la municipalité a versé un peu moins que ce que ça a coûté. Fait qu'en fin d'année, on fait nos comptes. La page suivante, ça, c'était le résultat pour les subventions HLM. HLM, c'est les habitations à loyer modique, c'est-à-dire que c'est les logements qu'on loue
dont les bâtiments nous appartiennent. La page suivante, c'est le plus et le moins du programme supplément loyer. Ça, la différence, c'est qu'on a des gens dans des logements dans le privé à qui on aide à payer le loyer. La municipalité contribue aussi à ce niveau-là à 10 % du montant que ça coûte. Du côté du supplément loyer, c'est le contraire, c'est l'Office municipal qui vous en doit, c'est-à-dire qu'on émet un budget au début de l'année, puis vous versez en fonction de ce budget-là, mais quand on arrive à la fin de l'année, puis que le résultat est différent, bien, on s'ajuste. Ça veut dire que du côté du programme de supplément loyer, l'Office municipal doit à la Ville 2251, alors que dans le programme HLM, c'est la municipalité qui devait à l'Office municipal 4600 quelque chose. Fait qu'au bout de la ligne, là, c'est que la Ville doit à l'Office municipal 2000 quelques cents dollars pour les résultats 2014. Je vous amène à la page suivante. C'est juste intéressant de regarder le petit graphique qui démontre ce que le logement social à Saint-Félicien coûte à la Ville versus ce que ça rapporte en taxes. Fait que vous regardez que le cylindre noir, c'est ce que ça coûte à la Ville, puis le cylindre gris, en fait, c'est ce que l'Office municipal débourse en impôts fonciers. On regarde cette année encore, on a 2,16. Ça veut dire que pour $1 dépensé par la municipalité, l'Office municipal rapporte en impôts fonciers 2,16 $. C'est-à-dire qu'on a un rendement de 2 pour 1, dans le fond. Puis ça, c'est sans compter, évidemment, là, ce que l'Office municipal, on a investi 580 000 à Saint-Félicien cette année au niveau de la rénovation et de l'amélioration des logements. Puis pour la plupart de ces dépenses-là, bien, c'est fait directement dans la municipalité. Moi, ça complète. Si vous avez des questions, je suis bien ouverte. C'est bon, c'est complet. Merci, Mme Dufault. C'est bon? Merci beaucoup. Je propose Mme Boudreau, du Paradis. Oui. 6. Diverses nominations, service de sécurité incendie, M. Larose. Oui, M. le Président. Tel que discuté en commission plénière lors du 16 mai dernier, je dépose ma recommandation ainsi que la note de service du directeur du service des incendies concernant divers postes laissés vacants. Voici les nominations. Donc, M. Viateur Aubé devient chef aux opérations prévention et formation. Donc, classe 4, échelon 1. M. Jérémy Chartier-Perron va devenir préventionniste et inspecteur au salaire de base prévu à la Convention collective en 2015. M. Luc Bouchard va devenir assistant préventionniste, salaire de base de 2015 selon la Convention. M. Éric Tremblay va devenir lieutenant éligible secteur Saint-Félicien au salaire de lieutenant éligible en 2015. Et un nouveau, étant donné qu'on avait des postes de disponibles, un pompier tout à fait formé. Donc, M. Jean-Michel Séguin, pompier à temps partiel pour le secteur Saint-Félicien au salaire de base de 2015. Donc, je vous en fais la demande et la recommandation pour une résolution pour que ça rentre en vigueur dès demain. C'est beau, M. Bouchard, M. Boivin. Point 7. Décision sur une demande de dérogation mineure. Oui, ça a été écrit. Décision sur une demande de dérogation mineure 1076 Rando, M. Ménard. Oui, M. Simard. En fait, on a une demande de dérogation concernant un bâtiment principal pour son déplacement ainsi que son agrandissement. On parle de cette demande que ça concerne dans un premier temps la marge avant du bâtiment principal, la distance prescrite étant de 10 mètres et la marge demandée est de 6,14 mètres. Dans un deuxième temps, ça concerne la marge arrière du bâtiment principal, la distance prescrite étant de 10 mètres et la marge demandée étant de 3,97 mètres. Il y a certains constats qui ont été faits, entre autres, par le comité d'urbanisme. Constat à l'effet que le terrain comportait des droits acquis. Constat aussi à l'effet que le bâtiment comportait des droits acquis sur les marges. Donc, considérant ces faits-là, considérant que le déplacement rend le bâtiment plus sécuritaire concernant les fils électriques qui sont situés en façade du bâtiment et que le tout serait une plus-value due à son éloignement de la chaussée. Considérant aussi qu'une déclaration a été faite à la CPTAQ, des déclarations qui étaient encore en traitement, mais pour lesquelles on a reçu entre-temps une lettre confirmant l'acceptation et la reconnaissance des droits acquis à la CPTAQ. Donc, le CCU recommande sans réserve d'accepter l'allègement des marges avant et arrière suite au déplacement de l'agrandissement du bâtiment. Donc, c'est M. Paradis.
Numéro 8, décision sur une demande de dérogation mineure 3496 chemin des Dorés. Oui, M. le maire suppléant, dans ce cas-ci, agrandissement d'un immeuble sur le chemin des Dorés, on parle de la fermeture d'une galerie de façade, une galerie qui était existante, mais pour laquelle il y a eu des murs de contour, donc une fermeture complète. La distance prescrite est de 9 mètres et la marge demandée est de 4,19 mètres. Donc, après analyse, le CCU vous recommande de refuser la demande telle que présentée. Par contre, vous recommande une dérogation à l'effet qu'elle ne dépasse pas la marge existante du bâtiment principal, soit 4,82 mètres. Ce qui s'avère acceptable également par le proprio. En fait, ce qui était proposé, M. Bouchard, je pense que c'était coupé au 45 la pointe de la galerie. 45 la pointe pour tomber au même niveau que la maison. Que la maison, ouais. Donc dans le respect de l'ancienne marge. C'est ça. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite à cet effet-là. M. Bouchard, M. Voisin. Oui. Numéro 9, décision sur une demande de dérogation mineure 2128 chemin de la Pointe, M. Ménard. Oui, donc une demande pour l'agrandissement de l'immeuble principal, ici au 21-28 chemin de la Pointe. Ça concerne la marge avant du bâtiment principal. Ça concerne la fermeture d'une galerie qui est incluse dans le carré initial du bâtiment. Donc, considérant que cette demande-là n'est que de 3 cm additionnels à l'ancienne dérogation, il est recommandé par le CCU de l'accorder. Mme Boudreau, M. Paradis. 10. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, 1133, rue Notre-Dame, M. Ménard. Oui, M. le maire. Monsieur le maire, le 1133, donc ça concerne des nouvelles enseignes qui ont été installées sur un bâtiment existant. On parle du marché aux puces. Le projet consiste à installer 4 nouvelles enseignes, 2 sur la façade avant du bâtiment et 2 sur des poteaux dans le stationnement. Le nombre d'enseignes est rendu présentement à 6 en plus des différentes enseignes faites à la main et installées dans les vitres et dispositifs lumineux. Donc, après analyse, le CCU recommande de refuser l'émission du permis pour l'installation des dites enseignes et il recommande également que le propriétaire devra soumettre un nouveau projet d'ensemble avec les modifications qui sont davantage conformes aux normes et aux critères pour l'installation des enseignes dans le règlement du zonage. Propose, monsieur. Numéro 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur des plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1058 boulevard Sacré-Cœur, Maison de la Culture, M. Ménard. Oui, M. Simard, dans ce cas-ci, concerne le projet d'aménagement de la place du 150e en façade de la Maison de la Culture. Ça concerne entre autres aussi l'installation d'enseignes numériques, une révision, revoir les stationnements pour l'immeuble également. Donc, le CCU a pris connaissance de l'ensemble des projets et entérine la décision du Conseil pour la réalisation de ces travaux-là. M. Paradis, Mme Boudreau. Numéro 12, demande de subvention, ministère des Transports du Québec, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal en Nord, M. Ménard. Oui, en fait, ça, c'est une demande qui revient d'année en année pour des travaux. La subvention habituelle est de l'ordre de 10 000 à 12 000 pour des travaux de voirie, d'aide à la voirie locale. Cette année, ce qui était proposé, c'était de soumettre des travaux prévus sur le rang nord à Saint-Félicien, dans le secteur Saint-Méthode anciennement. Donc, on parlait d'un tronçon de 500 mètres linéaires, des travaux qui consistaient à réaliser le nettoyage des accotements et des fossés, enlèvement du pavage, pose de membrane et rechargement, et dans un deuxième temps, pose également d'un pavage concassé. On parle d'un projet d'un coût d'environ 103 000 $. Donc, c'est ce qui serait soumis au ministère pour le projet d'aide à la voirie locale. C'est bon, M. le maire, je te propose. M. Boivin, M. Bouchard. Point numéro 13, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, élaboration des plans et devis, M. Ménard. Oui, donc c'est un projet qui permet entre autres le financement des plans et devis pour la réalisation de certains projets d'infrastructures routières. Ça serait les plans et devis pour 2 types de travaux. On parle en premier lieu sur la route Saint-Eusèbe, travaux qui consistent à la construction complète de 2 ponceaux, scellement de fissures sur du pavage existant, correction locale, resurfaçage et drainage pour différents secteurs localisés sur une longueur d'environ 8,8 km.
Sur le deuxième projet, c'est sur la route Notre-Dame, on parle de travaux qui consistent à du scellement de fissures sur une longueur d'environ 1,6 km. Ça serait du rando au petit rang en termes d'intervention. Donc, ces deux projets-là représentent des coûts de conception évalués à 31 662,68 $ qui seraient financés à 75 %, donc un remboursement de 23 747,1 $ admissible. Et il s'agirait donc d'autoriser Mme Marie-Claude Simard pour soumettre la demande au ministère. Juste pour faire la précision, dans le formulaire, le demandeur est au nom de M. Coudé, donc le trésorier. Ah, Je veux ok. juste préciser, Oui. est-ce que c'est Mme Simard ou c'est M. Coudé finalement? Oui. Pour le formulaire, on serait peut-être mieux de marquer M. Coudé. Simard a peut-être les estimés de coûts, mais Ok. pour Pour les fins de la dépôt résolution, projet, ça sera M. Coudé? Oui. Parfait, ça va être noté. On comprend que c'est des dépôts ou des demandes de subvention, ils n'ont pas. Exact. On va revenir lorsqu'on aura l'autorisation. C'est conditionnel. Là. Je vais en faire la proposition. M. Paradis, Mme Boudreau. Oui. 14, en mémoire d'idée, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, réalisation de travaux. Oui, M. Simard, dans ce cas-ci, comme vous le dites, ça représente la réalisation des travaux. Ça concerne les deux mêmes projets, donc le tronçon sur la route Saint-Eusèbe, le tronçon sur la route Notre-Dame. Des projets qui pourraient être subventionnables, encore une fois, à 75 %. Les travaux estimés total représentent un montant de 328 482 $, donc un montant subventionnable potentiellement de 246 361,57 $. Et dans ce fois-ci également, je pense que c'est M. Coudé également qui a été identifié comme signataire. Oui, c'est beau. M. Boivin, M. Bouchard. Numéro 15, autorisation de présenter une demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Oui. Monsieur Ménard. Alors, en fait, il y a quelques points. Vous remarquez que ça fait plusieurs projets de subvention. Ces projets qui avaient été déposés coup sur coup dans les municipalités pour lesquels on devait répondre très rapidement. On avait des échéances avant la fin du mois de juin. Donc, celui-ci en est un également. Des travaux qui consisteraient au rechargement avec matériaux granulaires MG20, pulvérisation, décohésionnement et pavage avec enrobé bitumineux sur la route Saint-Eusèbe. Les travaux sont prévus sur une longueur de 4,1 km sur largeur de 2 voies de circulation existantes de 3,5 mètres, ainsi que les accotements cyclables de 1,5 mètre de chaque côté. Le coût de réalisation des travaux estimé est à la hauteur d'1 568 000 et c'est une subvention qui serait admissible à 50 % du projet également. Et le signataire est identifié comme M. Coudé également, donc une autorisation de signature pour le dépôt. M. Bouchard, M. Boivin. Peut-être un petit point mentionné, c'est si on a une réponse favorable, ça irait probablement à l'année prochaine pour les étapes de réalisation. Donc la planification budgétaire serait à repenser à ce moment-là en fonction des subventions effectivement versées. Accordé, oui. C'est beau. Là, la dernière, on parlait de 50 %, c'est ça? Oui, c'est bien ça. OK, point 16, dépôt du certificat d'enregistrement, règlement 15-880, décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 relativement au prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de villégiature. Madame Ménard. Oui, donc conformément à l'avis public qui a été publié, donc c'est tenu mercredi dernier, donc le 10 juin, le registre concernant le règlement d'emprunt que vous venez de mentionner. 500, en vertu de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, 500 signatures étaient requises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin. 18 demandes ont été dûment enregistrées. Donc, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. On va faire la proposition. Madame Boudreau, M. Paradis. 17, autorisation de fermeture de rue, journée familiale, 29 août 2015. M. Ménard. Oui, ça concerne en fait une demande d'autorisation pour la rue Vaudreuil entre le tronçon des rues Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste. Demande déposée par le comité des fêtes du 150e dans le cadre de l'activité La Journée familiale qui se tiendrait le samedi 29 août 2015 de 8h à 21h. Je sais que la commission avait demandé à ce qu'on obtienne préalablement l'accord de tous les commerçants sur le tronçon. Vous remarquez sur la lettre de transmission que ça a été chose faite, tout le monde a donné son accord. Donc, en considération, on vous recommande l'acceptation de la note. Alors, c'est conforme. Moi, j'en fais la proposition, M. Promer. M. Boivin, M. Bouchard.
Le point 18 a été retiré et reporté à une séance ultérieure. Point 19, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Danny Renaud, arpenteur géomètre, lot 5 733 947 au cadastre du Québec, boulevard Amel, rue de l'Énergie, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, ça concerne un terrain situé à l'intersection de la rue de l'Énergie et aussi du boulevard Amel, un terrain de 3666 mètres carrés. Et donc, c'est pour accepter le plan de cadastre et ce sera pour un item ultérieur à l'ordre du jour pour une vente. Proposé. M. Paradis, Mme Boudreau. 20 dépôts pour acceptation, procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 6 mai et du 12 mai 2015. C'est en règle, M. Simard, on fait la proposition. M. Bouchard. C'est demandé. Par M. Boivin. Vente du lot 5 733 947 au cadastre du Québec, boulevard Amel, rue de l'Énergie, à spécialité électrique auto Saint-Félicien, 9 865 et 39 plus taxes, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, il s'agit en fait du terrain qui a été autorisé pour le cadastre antérieurement, l'item 19. Et donc, comme je vous disais, à l'intersection des rues de l'Énergie, boulevard Amel, on parle de 39 461 pieds carrés à 25 cents du pied carré pour un montant de 9 865 et 39 plus les frais de notaire. C'est aussi assorti des clauses habituelles de construction de 18 mois. Et juste de mentionner que selon les critères que le Conseil s'était donnés, ça respecte le pourcentage d'occupation supérieur à 5 %, soit 8 % dans la première phase de construction. Donc, c'est une recommandation. Parfait. M. Paradis, Mme Boudreau. 2, entente à intervenir avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge publique pour les véhicules électriques, autorisation de signer. M. Ménard. Oui, en fait, c'est la suite d'une demande ou d'un protocole qui avait été établi avec Rio Tinto et la ville de Saint-Félicien et Hydro-Québec pour la mise en place d'une borne électrique du côté de l'hôtel de ville. Et donc, il y a déjà un premier protocole, mais en complément de ça, il faut qu'il y ait un protocole mis avec le ministère de l'Énergie et des Ressources et la ville pour permettre de conclure une entente concernant un transfert ou une vente d'énergie. Donc, ça prend au préalable la conclusion sur ce protocole-là et ça serait pour m'autoriser à signer les documents là, pour et au nom de la ville concernant ce dossier-là. C'est beau. M. Boivin. En signant le document, M. Ménard, ça va être installé quand? Là, les fournisseurs ont été identifiés. Ça va dépendre de la fourniture des équipements. Parce que c'est Hydro-Québec qui nous fournit la dite borne. Hydro. Mais je pense que dans un délai d'1 mois, c'est quelque chose de raisonnable, ce qu'on a vu comme information. Parfait. Ça répond à votre question, M. Boivin? Oui, M. Promer. Merci. Proposez toujours. Propose toujours. M. Bouchard. 23, entente à intervenir avec l'usine de congélation de Saint-Bruno Inc. concernant le traitement des eaux usées, autorisation de signer. M. Ménard. Oui, il s'agit en fait du renouvellement du protocole habituel, protocole annuel avec l'usine de congélation. Cette année, vous avez vu le texte, quand même, tout le texte a été revisé. Je dirais que les thèmes ont été clarifiés et resserrés, notamment au niveau du contrôle de l'eau potable, des compteurs inviolables. On remplace les 4 compteurs qui seront installés. Et grosso modo, je vais vous dire, les principaux éléments touchent entre autres les normes en ce qui concerne à l'item 13, les charges et débits qui sont permis comme rejet à l'usine de traitement des eaux. On parle pour 2015-16, exploitation de l'usine pendant la saison des récoltes, charge de bio5 moyenne 900 kg jour, débit moyen 450 m3 par jour, exploitation de l'usine hors saison de récolte 200 kg par jour, débit moyen 180 m3 par jour. Vous avez aussi, il y a eu quelques 8 rapports ou paramètres qui sont identifiés pour lesquels on demande là, des données qui doivent être soumis avant le 1er mars de chacune des années à l'item 20. Vous avez également les durées de l'entente qui sont précisées donc du 16 juin 2015 au 16 juin 2016 et également du consentement mutuel des parties des modifications pourront être apportées au présent protocole en cours de protocole. On parle notamment concernant les infrastructures, là, un partage, une contribution aux infrastructures qui a été mis en place pour le 4e bassin à l'épuration. C'est ce qui a permis, entre autres, de rencontrer les exigences du ministère. Vous savez que d'année en année, on était toujours en contrôle limité. On avait des périodes de dépassement de charge en tant que tel. Donc, les modifications ont été apportées. Donc, le système est capable de recevoir là, les débits et charges dans le respect des normes du ministère. Excellent. On va en faire la proposition. Mme Boudreau, M. Paradis. Oui.
24 mandats de services professionnels, projet de piste cyclable Saint-Félicien-Ladoré, Corporation d'aménagement et de développement de Ladoré. Monsieur Ménard. Oui, dans ce cas-ci, c'est le projet, justement, piste cyclable Saint-Félicien-Ladoré. C'est une piste de 12,8 km qui relie le zoo de Saint-Félicien au Moulin des Pionniers. Et donc, ça serait pour confier un mandat au CADLD, suivant la proposition qui a été faite à la hauteur de 21 000 maximum, au taux horaire de 52 $ plus taxes, les déplacements au taux de 56 cents du kilomètre. Et c'est un mandat qui serait toutefois conditionnel à l'obtention des subventions. Ça serait d'autoriser le CADLD à déposer pour et au nom de la Ville dans le cadre de 2 programmes. On parle du programme VELOS 2 et le programme PIC Canada, programme d'infrastructure communautaire Canada 150. Donc, le tout demeure conditionnel justement à l'octroi de ces subventions. L'octroi des subventions. Oui, effectivement. OK. C'est Monsieur bon. Bouchard. Monsieur Boivin. Dépôt rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13 860. Monsieur Ménard. Oui, vous avez le sommaire des dépôts pour un montant de 2 125 $. Donc, vous avez les différentes organisations qui ont été aidées, 7 organisations. Donc, c'est pour une On va le approbation. faire à l'habitude. Oui. Je propose, M. Monsieur Proulx. Boivin, Mme Boudreau. Oui, l'appui. Dépôt rapport de dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13 860. Monsieur Ménard. Oui, à la hauteur de 123 996 et 61. Dépenses qui, pour la plupart, sont retrouvées aussi dans la liste des comptes là, ultérieurement. On a fait la proposition. Mme Boudreau, M. Boivin. Oui, monsieur. Acceptation de la liste des comptes du 14 au 27 mai. Oui, toujours avec une vérification faite avec Mme Boudreau et M. Coudé. Alors, après vérification des comptes, tout est conforme et j'en fais la proposition pour un montant de 685 274 et 19 sous. Je l'appuie. Mme Boudreau. 28, autorisation de payer divers comptes, M. Ménard. Oui, au montant de 9 877,88 3 dossiers pour notre procureur au niveau de la Cour municipale et 2 autres dossiers légal à régler. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. M. Paradis. Mme Boudreau. Numéro 29, décompte progressif numéro 11, construction de bâtiments de service à la Marina, construction Bonaire, 17 716,21 taxes incluses, M. Ménard. Dans ce dossier-là, on parle du document, on parle d'un bâtiment de service, mais en fait, c'est le dossier de la nouvelle capitainerie. Et c'était, pour le document où le décompte 11 inclut notamment la directive de changement V01, qui était l'ajout d'unités de climatisation à 15 408 et 75, plus les taxes applicables, d'où le montant à payer là, de 17 716 et 21. C'est une recommandation du directeur de projet. Paradis. Oui. Mme Boudreau. 30, libération de retenue, remplacement du tablier du pont Acier-Bois, route de l'Église, construction Martin Rousseau, 1720,88. M. Ménard. Oui, vous savez qu'on a dû remplacer un pont l'été dernier qui était en limitation de charge pour lequel on a eu des détournements de trafic lourd pendant un bon bout de temps. Et les travaux ont été faits l'année passée. Donc ça représente la libération de la retenue de 2,5 % un an après la réalisation des travaux. Donc c'est une recommandation du service technique là, que de libérer la retenue suite à la vérification des ouvrages. C'est beau. M. Bouchard, M. Boivin. 31, avis de motion. Je pense que Maître Ménard n'a pas d'avis de motion. L'intervention des membres du conseil. On va y aller avec M. Bouchard. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais parler un petit peu des procédures qui existent pour les feux d'artifice à ciel ouvert pour l'été. On sait que c'est la période où on va en faire. Les gens vont en faire. Sur le site de la ville, le service des incendies a mis les procédures à respecter pour faire des feux à ciel ouvert qu'on achète au dépanneur ou quelconque pour niveau sécurité. Fait que, je vous invite à aller voir sur le site de la ville, toutes les procédures sont là. Ensuite, j'aimerais remercier et féliciter toute la population qui sont venus assister à la fin de semaine qu'on a eue en fin de semaine passée, soit le vendredi soir avec la fête du Sacré-Cœur, samedi soir le souper dans les rues, le dimanche après-midi à Saint-Méthode, dans le secteur Saint-Méthode avec Statique le Clown.
Ça a été un succès sur toute la ligne, puis je remercie tout le monde d'avoir participé. C'est tout. Bonne semaine. Merci, M. Boivin. Oui, alors moi, je vous invite le 23 juin. Vous savez que Saint-Félicien, dans le cadre du 150e, a été retenu pour la fête nationale des Québécois régionalement. Alors, le 23 juin, ça va être la grande fête régionale ici pour la fête des Québécoises et des Québécois. Ça va durer toute la journée. Vous allez avoir tout qu'un feu d'artifice. Ça, la subvention, on a eu une belle subvention. Et on aura également un souper dans les rues et beaucoup d'activités. Alors, le 23 juin, j'invite la population à participer régionalement. On invite toute la région à venir participer à la fête nationale le 23 juin à Saint-Félicien. Bonne semaine. Madame Boudon. Bonjour. Je réitère ma demande à tous les commerçants et tous les citoyens de Saint-Félicien pour ne pas oublier notre concours de décoration dans le cadre des fêtes du 150e. Vous savez que la visite arrive, donc pour bien les accueillir et mentionner aussi qu'il va y avoir encore beaucoup de festivités tout au cours de l'été, donc de suivre la programmation et de participer en grand nombre. Et sur ça aussi, j'aimerais remercier le comité du 150e, tous les membres du comité du 150e, j'en ferai pas la nomenclature, sauf que ces gens-là ont emmené aussi les petites familles avec les enfants, puis ça a été un beau travail d'équipe, ça a été une fin de semaine assez chargée en termes de travail et de bras, mais on a eu beaucoup de support de la communauté, donc je remercie toutes les familles qui ont participé, et sur ça, je souhaite une bonne semaine à tous et bonne fête de la Saint-Jean, c'est notre prochaine activité. Après la fête de la Saint-Jean. C'est tout. Après la fête de la Saint-Jean, vu que je ne referai pas le tour de ça, il va y avoir une autre activité dans le cadre du 150e qui est le Saint-Félicien en action qui se passe au nouveau site de la Marina. Je vais inviter la population à venir participer à l'activité-là. C'est une compétition provinciale de volleyball, une compétition de crossfit provinciale. Pendant le week-end, qui est encore une fois, comme je le rappelle, un site familial, il va y avoir la chance de tout le monde d'avoir accès à l'eau avec embarcation de ponton pour faire des petits tours. Il va y avoir de la location de petites embarcations nautiques avec la gang de Québecraft qui commence en fin de semaine. Et ça pour tout l'été, mais ils vont être là aussi le week-end. Il va y avoir du flyboard pendant le week-end. Il faut venir essayer ça. Le flyboard, c'est ceux qui se replacent un peu, c'est la petite planche en arrière d'une moto marine. On va profiter en même temps de l'événement, puis qu'on rappelle encore que c'est vraiment un site familial. On veut en profiter de cet événement-là pour faire l'inauguration officielle de la Marina, qui va avoir lieu le 27 à 15h. Tous ceux qui ont gravité autour du montage puis de la construction ont été invités. Et ça va se passer le 27 à 3h en après-midi. Il va y avoir un petit protocole. Il va y avoir non pas un ruban, mais probablement une corde de bateau qui va être coupée pour le début de la saison. Fait qu'on invite tout le monde à venir participer ou à encourager ou venir au moins visiter le nouveau site. Je ne sais pas si la plupart y ont été, mais c'est pas mal terminé. Il reste de la petite finition, mais le site est enchanteur. On n'a que des bons commentaires. Fait que c'est mon invitation cette semaine pour la population. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est à mon tour. Moi, d'habitude, je suis troisième, ça me déstabilise un peu, mais c'est pas grave. Dans le fond, là, moi, je voudrais prendre 2 secondes pour voir, dans l'ordre du jour aujourd'hui, il y a le projet de l'eau potable qui vient d'être passé suite au registre qui a eu 18 signatures. Donc, ça démontre quand même un appui au projet. Moi, personnellement, en tant que membre du conseil, de ce conseil de ville-là, je suis assez fier de ce qu'on fait présentement. C'est une démonstration qu'on regarde à l'avant. On essaie de regarder plus en avant qu'en arrière. Moi, je parle pour moi personnel, depuis le 3 novembre dernier, il y a 2013 que je suis là. Donc, on essaie de regarder en avant et de porter des actions pour construire puis développer. Puis juste une petite parenthèse, moi, demain matin, ma blonde va donner naissance à des petits jumeaux, donc pour moi, l'avenir est important. Puis je trouve que ces temps-ci, là, on fait des progrès là, significatifs. Fait que c'est un petit message là, par rapport à ce que je vois autour, puis tout ça que je voulais passer, là, puis que je suis fier des réalisations de la ville de Saint-Félicien ces temps-ci. Fait que ça va être tout pour moi. On va passer à la période de questions.
Ah oui, c'est vrai, j'avais un mot de M. le maire, étant donné qu'il ne pouvait pas être là, il voulait adresser ses félicitations, puis à M. Steve Véro pour sa nomination. Steve est le premier administrateur à être nommé sur le conseil d'administration du nouveau CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Steve représentera les usagers du réseau. Les autres administrateurs seront nommés à l'automne. C'est un message du maire là, qui est... Bravo. Bravo, M. Félicitations. Véro. Félicitations, M. Véro. Ouais. C'est un bon bénévole. La presse. C'est bon? Concernant justement, vous parliez de l'eau potable, le fait qu'on a déposé le certificat d'enregistrement, on est un peu dans le scénario idéal qu'on avait mis au départ. On respecte l'échéancier qu'on s'était donné, dans le fond, à savoir qu'on débuterait les travaux à l'été 2016. En fait, là, le processus, là, dans tout l'échéancier qu'on avait donné dans les présentations publiques qu'on a faites, là, le processus, c'est la ligne A qu'on prend, c'est-à-dire la ligne qui est en lien avec la signature du registre qui n'atteint pas le nombre de 500 personnes. Donc, effectivement, que là, en principe, à l'été prochain, on devrait être en mesure de débuter les travaux. M. Ménard, les prochaines étapes, actuellement, les cahiers de charges sont élaborés pour lancer l'invitation pour les plans et devis, donc l'appel d'offres public pour les plans et devis. On devrait donc commencer à faire des relevés de terrain cet automne, en réaliser une partie cet hiver pour aller chercher les CA et lancer un appel d'offres au printemps très à bonne heure pour les travaux là, au début de l'été 2016. Donc, on a vraiment enclenché la cédule telle qu'on l'avait déposée, en espérant qu'il n'y ait pas d'accro. C'est ce qu'on vise actuellement. Merci. Est-ce que c'est encore en 2 ou 3 phases? Parce que je sais qu'il a été parlé que ça pourrait être en deux phases. Il y a plusieurs scénarios qui ont été regardés. On voulait lancer un appel d'offres pour un seul et même contrat global. Pour aller chercher, si possible, un escompte de volume, c'est une chose. Aussi pour peut-être réduire les frais de mobilisation et démobilisation pour plusieurs équipes. La coordination aussi au niveau des travaux. On pense que la conjoncture actuelle au niveau du financement peut s'avérer aussi favorable pour l'ensemble du projet. Donc, on parle à une phase pour l'instant. C'est sûr que pour la... Qui serait en une année ou 2 ans? Sur 18 mois. 18 mois. Mais c'est sûr que c'est aussi plus simple en termes de gestion, plus simple en termes de coordination et aussi d'appel d'offres, simplement. Là, on a un seul cahier de charge à monter à ce moment-là. Donc, il y aurait, mettons, dans le scénario idéal, début de construction en 2016. Puis ça avance, mais là, il y a déjà des propriétaires qui vont avoir accès à l'eau, puis ça va... On travaille, je ne vous cacherai pas qu'on travaille activement aussi pour les emprises de route, parce qu'on veut faire réaliser l'amélioration des fossés pour le drainage des routes. Les émissaires, en même temps, on va le regarder. Et aussi les terrains requis pour le poste de surpression, notamment. C'est ce qu'on travaille actuellement. Concernant l'entente que vous avez entériné l'usine de congélation, mais c'est l'usine de congélation ici à Saint-Félicien. Vous avez parlé d'une contribution financière, M. Ménard. C'est quoi? C'est que la compagnie a versé une somme à la ville pour... C'est pas fait encore. C'est un item qui est encore en discussion. Le protocole qui est sur la table concerne uniquement les opérations. Vous voyez à l'intérieur du texte, il y a des modalités en termes de débit et de charges qui sont des formules proposées par le ministère de l'Environnement applicables dans des usines à différents endroits. La Ville, on sait qu'il a réalisé des travaux, je pense que c'est à la hauteur de 5 300 000 pour la modification du système d'épuration complet. Donc, l'ajout d'un grand bassin, le bassin numéro 2, qui est en fait un 4e bassin dans l'ensemble du système de traitement. Aussi, la modification des soufflantes, la modification des diffuseurs, c'était des installations qui dataient quand même des années 83. Donc, il y a eu tout le renouvellement qui a été fait. Il reste à établir un partage dans lequel eux contribueraient justement à l'effort d'infrastructure qui a été fait. Parce que vous avez mesuré, j'imagine, l'implication, ce qui amène, je dirais, peut-être en pourcentage, leur responsabilité, je dirais, à... Oui. Il reste à l'établir en pourcentage. Par contre, je vous dirais qu'il y a des infrastructures fixes de base que la Ville aurait dû assumer avec ou sans l'usine. Je pense entre autres les chemins d'accès. Je pense entre autres, on était à l'étape d'intégrer de la déphosphatation. Donc, on pense aux réservoirs pour la déphosphatation, les doseurs, etc. Ça, c'est des normes qui avaient été imposées, que ce soit mis en place avant 2017. Donc, ça, c'est des rendez-vous que la Ville aurait eu quand même à rencontrer.
Donc, il reste à établir vraiment la redevance. C'est combien le montant que vous demanderiez il n'a pas établi encore. Je ne peux pas vous le dire dans l'immédiat, parce qu'il nous reste notamment au niveau du bassin 3 des travaux de pratiquement 50 000 $ pour les diffuseurs. Donc, on n'a pas vraiment complété tous les travaux. C'est pour ça que le protocole ne fait pas état d'une entente finale à ce niveau-là. Puis est-ce qu'il y a un taux? Est-ce qu'il faut qu'ils payent un taux par rapport à l'utilisation du système? Donc oui, parce que le protocole d'opération qu'on propose ce soir établit un coût en termes de débit et de charges envoyées à l'épuration. Donc un coût d'opération. Et un coût à l'interception aussi, parce que le rejet partant de l'usine, passant par les postes de pompage d'eau usée, est aussi considéré. C'est des formules à ce niveau-là qui sont, je vous dirais qu'il n'y a pas grand place à négociation dans le sens où c'est des formules consacrées que le ministère nous recommande d'appliquer. Donc, les usines qui utilisent beaucoup le système des eaux payent beaucoup. Exact. C'est proportionnel à l'usage. Proportionnel à leur utilisation. Mais il reste que l'immobilisation qu'on a faite a été faite compte tenu des nouvelles charges et aussi d'une projection de développement de la ville. Merci. Autre question? Question du public? Moi, j'ai une question qui porte sur le point 23 de l'ordre du jour, justement, celui dont on vient de parler. Protocole d'entente avec l'usine de congélation de Saint-Bruno, donc notre usine de congélation ici au Rando, c'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que en vertu de la loi d'accès à l'information, est-ce que je peux avoir copie de cette entente-là? Légalement, je pense que oui, il n'y aura pas de problème. Si vous me laissez quelques jours là, pour... Oui, ben, on a 20 jours, je pense, c'est ça? Oui, la seule chose, c'est que moi, je vais la sortir originale. Et puis, est-ce que vous la voulez avec les signatures ou ça peut prendre quelques jours? C'est le contenu qui m'intéresse, madame. Oui. Bon, mais je vais vous la faire parvenir. Je vous écrirai à ce moment-là. Ça va. Moi, la Ville m'avait déjà fourni, il y a plutôt cette année, l'étude de Dessau sur laquelle on a basé la conception des bassins d'épuration. Puis ce que je comprends de cette étude-là, c'est que ce qui justifie l'agrandissement du système d'épuration de la Ville, c'est l'usine de congélation, essentiellement. En partie, oui. Bien, l'étude établit des rapports, des ratios, justement, en fonction de ça, pour s'assurer que dans la pointe estivale et dans la pointe été-bleuet aussi, que le système reste opérationnel. Parce que je sais que l'usine, vous savez qu'elle a rajouté des unités de pré-traitement sur le site en tant que tel. Oui. Avait rajouté aussi des diffuseurs, des aérateurs de surface, qui, autrement, ne sont plus requis là, dans le système actuel. Est-ce que... moi, j'ai regardé un peu cette étude-là, parce que je trouve assez surprenant, c'est la quantité d'eau qui est consommée par l'usine. Je peux comprendre. Mais suite à la discussion que j'ai eue déjà avec vous, avec le Conseil, ici publiquement avec vous, l'une des bêtes noires en matière d'utilisation d'eau potable à Saint-Félicien, c'est le fait qu'il y a des systèmes de réfrigération qui marchent à l'eau courante. Moi, j'avais toujours interprété ça comme, genre, il y a un dépanneur ou deux là, sauf que ce qu'on me dit, il y a des gens qui m'informent que l'usine de congélation, qui est au rang double, aurait des systèmes à l'eau courante aussi de refroidissement. Est-ce que c'est le cas? À ma connaissance, beaucoup moins que par le passé, il y a eu des systèmes à l'ammoniac qui ont été rajoutés, principalement dans tout le système de réfrigération. Ce qu'on veut mettre quand même, on veut remplacer dans le protocole, vous allez le voir dans le texte, il y a 4 compteurs inviolables qui vont remplacer les anciens compteurs pour s'assurer de la consommation en tant que telle. Pour qu'on ait des lectures à chaque mois durant l'année d'exploitation et aussi hors saison d'exploitation. C'est dans le but justement de vérifier tout autre usage de l'eau qui serait fait. Et là, ce qu'on est en train de regarder également dans le protocole, c'est s'établir sur les paramètres, les indicateurs de gestion, de se rétablir de façon uniforme sur une base de coûts pour l'ensemble des usagers de la ville. Donc, ça va faire partie également du protocole. Je comprends bien, c'est que vous allez instaurer des coûts uniformes pour l'ensemble des usagers. Oui, exact. J'ai une question d'ordre plus général. Moi, quand je lis l'information que la Ville m'a fait parvenir sur la gestion de l'eau potable de Saint-Félicien, c'est qu'on considère ça de façon séparée, c'est-à-dire séparer la fourniture d'eau potable, d'une part,
puis le traitement de cette eau-là qui se retrouve après usage là, dans le système de traitement des eaux. Est-ce que ce serait possible, est-ce que c'est envisageable d'avoir un coût qui tient compte de l'ensemble du cycle, à partir du pompage jusqu'au traitement? Absolument. D'ailleurs, le coût le protocole, vous allez le voir en tant que tel, le texte du protocole en fait foi également. Parce qu'on facture le coût de consommation de l'eau et on facture le coût de traitement. Et le coût de traitement est un coût combiné débit et charge en même temps en fonction d'une équation que le ministère a retenue. Donc, il y a vraiment les deux composantes qui sont... Mais pour parler, je m'excuse, je comprends vos efforts pour m'expliquer ça. C'est parce que moi, je pars du chiffre qu'on m'a fourni. On me dit que la fourniture d'eau potable de Saint-Félicien, incluant l'amortissement des équipements, c'est 44 cents le mètre cube d'eau fournie. Si on ajoute à ça le traitement, c'est pas toute l'eau qui est utilisée qui passe par le système de traitement des eaux, mais il y en a une bonne partie quand même. Si on tient compte de l'ensemble du cycle, ça monte le chiffre à combien? Là? De 44 cents, on passe à quoi? Ah, je vous le dirais, il faudrait que je vous sorte, je peux le prendre en note de sortir les éléments de la consommation de l'année passée, là. Mais l'an passé, on a facturé séparément et la consommation et le traitement en termes de débit et charge. Je pourrais vous sortir, je n'ai pas les chiffres en tête, là, je pourrais vous les sortir, c'est des dossiers qui sont connus. Merci, je vais attendre vos informations. Parfait. J'ai une dernière question qui porte sur le point 16 de l'ordre du jour, puis qui fait état de la décision, de l'acceptation du règlement d'emprunt pour la fourniture d'eau au secteur de Saint-Méthode. J'ai déjà questionné la ville. En tout cas, j'ai déjà tenté de comparer le coût de l'eau potable au secteur résidentiel au coût de l'eau potable pour d'autres usagers. Me basant sur moi j'ai un compteur à la ferme puis un à la maison, j'arrive à une différence qui est assez astronomique là, entre ce que paie la ferme et ce que paie la maison. Moi, je pense que c'est sur cette base-là, moi, je n'ai pas été signé le registre parce que je dis que ça serait vraiment indécent de priver ces gens-là d'eau potable, compte tenu du fait qu'ils vont payer en maudit pour l'avoir cette eau-là. Moi, chez nous, puis c'est ce que je veux valider un peu avec vous autres, là, parce que moi, je suis bien conscient que mes chiffres, ça ne s'applique pas nécessairement partout, là, mais moi, c'est des compteurs. D'ailleurs, le compteur de la ferme, c'est la ville qui me l'a fourni. Donc, à la maison, moi, ça me coûte 1 pièce et 20 le mètre cube. L'eau. Si je divise ma taxe 170 $ par année, c'est ça que ça me coûte, là, par ma consommation. Ça me coûte 1 pièce et 21 du mètre cube. À la ferme, ça me coûte 20. Puis si je regarde les chiffres qui me sont fournis aussi en ce qui a trait à l'usine de cogénération, eux autres, ils payent 9 cents le mètre cube. Alors, moi, je ne sais pas, à Saint-Méthode, vous évaluez les 450, je pense qu'on parle de 450 maisons? 444. Vous évaluez le volume d'eau qui va être acheminé là à combien? À peu près par maison, j'imagine que vous avez. M. Simard serait mieux que moi pour vous remplir, pour vous Moi, je me sens mais ce que je dois dire, là, la distribution d'eau, le coût réel, le prix de revient dans la partie rurale et partie urbaine ou semi-urbaine, c'est sûr que quand on regarde le dossier Saint-Méthode, c'est un projet d'expansion de réseau en termes d'infrastructure, en termes de postes de surpression et en termes aussi de production. Tu sais, c'est ces composantes-là qui sont mises en cause pour l'ensemble du projet. Mais je conviens avec vous que l'ancien règlement qui tarifait l'eau potable était établi d'une façon arbitraire. Je pense entre autres les établissements, les restaurants, c'était basé sur le nombre de chaises ou le nombre de places. Tu sais, c'était des barèmes établis que le ministère tente ou nous incite à remplacer par des mesures au compteur. Donc, c'est ce qui est en place actuellement. Mais ça peut arriver qu'il y ait, entre autres, des disparités par rapport au niveau industriel versus le niveau résidentiel. On tend à uniformiser ces situations-là. Ça serait souhaitable parce que, non, moi, je répète là, que pas faire peur à des gens. Moi, je ne suis pas pour l'installation de compteurs au niveau résidentiel. Là. On sait que ce n'est pas une bonne mesure parce que les coûts sont trop semblables d'une maison à l'autre. Oui. Par contre, il est tout aussi vrai de dire que des compteurs au niveau institutionnel, commercial et industriel, c'est essentiel. Oui. Parce que les disparités sont trop grandes d'une entreprise à l'autre. Alors ça... Ce qu'on se propose de faire, c'est d'en mettre en place une dizaine au moins cette année. Et ce qu'on propose en place aussi pour le Conseil, on veut proposer un nouveau règlement qui permet la tarification
prioritairement au compteur ou à défaut par la méthode arbitraire en attendant le remplacement progressif dans le temps. Pour pas établir une tarification qui attend, par exemple, que toutes les ICI soient installées. C'est ce qui est sur la table actuellement. Mais même au niveau résidentiel, le ministère, le MAMO maintenant qu'on appelle, c'est plus la marmotte, c'est le MAMO. Eux autres, ils considèrent, en tout cas, ils évaluent à 354 pour une population comme la nôtre, là, ça prendrait, pour fin d'échantillonnage, pas pour fin de facturation, ils disent que ça prendrait 354 compteurs installés de façon aléatoire dans les résidences de Saint-Félicien. Moi, sans aller jusqu'à 354, je pense ce serait un outil intéressant pour la ville de Saint-Félicien d'installer des compteurs d'eau dans différentes maisons, là, de façon aléatoire, des gens qui ont des piscines, des gens qui n'en ont pas, pour avoir une idée plus juste de parce que ce que je trouve un peu aberrant dans les chiffres que vous-même vous me fournissez, c'est le peu de connaissances précises qu'on a sur la consommation. Comme vous le dites, c'est très arbitraire tout ça. Puis on n'est plus à une époque où on peut se contenter de mesures arbitraires. Le ministère pour 2017, si l'objectif de 20 de réduction n'est pas atteint, ça va devenir une obligation de la loi que d'implanter à tout le moins les ICI complètement au compteur. C'est vers ça qu'on va de toute façon. Les municipalités n'auront pas le choix. C'est un rendez-vous incontournable. Malheureusement, il n'y aura pas de mesure, il n'y aura pas d'arriérage de considérer. On va tenter, mais vous savez qu'on a les plans de gestion qu'on doit déposer d'année en année. Et ces plans de gestion-là tendent vers un objectif si on ne les a pas atteints. C'est le contrôle qu'ils font sur les municipalités actuellement. Je vous remercie. Je répète ma demande à Mme Ménard, le fait que je vais attendre Je vous répondrai par écrit, M. Robert. Parfait, merci. Mme Gagnon. Jean-François Tournier. Bonsoir, messieurs, mesdames, messieurs les journalistes. Je voudrais m'adresser à vous pour une précision. Alors, j'ai consulté l'extrait de la carte du plan de tournage de la ville de Saint-Félicien qui m'a été remise à ma demande par M. le directeur général de la ville de Saint-Félicien. Et j'ai constaté qu'il y avait plusieurs secteurs de villégiature. Villégiature, je frissonne quand j'entends ce mot-là. Je frissonne en face. Alors, j'ai regardé ça, puis il y a des désignations en termes de zonage, puis il y a des appellations toponymiques ou familières pour ces zones-là. Par exemple, 3V, c'est le chemin La Verdure. C'est ce que vous aviez écrit, M. Ménard, sur le plan que vous m'avez donné. 7V, c'est le canal du Cheval. 16V, c'est le Beau, de ces méthodes qu'on dit d'habitude. 19V, c'est le chemin Carrière. 77V, c'est Toboski et le village alpin. Puis la pointe de ces méthodes, c'est 24, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 43, V. C'est toutes des V. Ce qui est absent dans la suite est zoné agricole ou forestier. D'accord? Alors, c'est comme si je posais une question. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de préciser quel est le secteur de villégiature auquel vous faites référence dans vos documents et vos communications verbales? Par exemple, le projet d'aqueduc est-il pour tous les secteurs de villégiature ou pour la pointe de ces méthodes? Je connais la réponse. Mais tous les citoyens font-ils la nuance? Alors, ma demande, c'est que la cité, la municipalité, commence à faire attention lorsqu'ils utilisent la dénomination villégiature, parce que ça ne désigne pas toujours le même secteur dans l'esprit des gens. C'est bon? Oui. OK. Le deuxième volet de mon texte, c'est que c'est des questions précises, là, mais avant, j'ai regardé le budget de la ville 2015 de la ville de Saint-Félicien par rapport à l'entretien du réseau routier en gravel, OK, dans la pointe de Saint-Méthode. Alors, dans le budget, à la page 11, je voyais
Réseau routier rural, dépenses de 317 926 $ en 2014 et 330 000 en 2015. À la page 25, je voyais programme triennal d'immobilisation, réfection des rues, dont voirie villégiature 300 000. Mais moi, j'avais noté lors de l'audition de ce budget-là, j'avais noté que ça n'avait pas été dépensé ou pas fait en 2014. Page 26, voirie, villégiature et urbaine, 575 000 $. Premièrement, j'aimerais recevoir des éclaircissements. Je suis mêlée dans ces trois affaires-là. Est-ce que vous pouvez me donner des éclaircissements? Si vous ne les connaissez pas, je peux attendre le mois prochain, par exemple. Je peux vous dire, globalement, je n'ai pas vraiment en tête les postes budgétaires que vous parlez, mais grosso modo, d'année en année, depuis bientôt 4-5 ans, je dirais, les secteurs de villégiature, il y a une enveloppe d'amélioration des infrastructures qui fait plus que l'entretien régulier, qui fait des projets de réfection. On parle entre autres, il y a eu Chemin du Baume, Chemin de la Pointe, il y a eu des interventions qui étaient de refaire la structure de chaussée, le pavage. C'est une enveloppe grosso modo de 400 000 récurrente d'année en année. Récurrente, ça veut dire que c'est qui est reporté à chacun des budgets, mais qui doit être voté à chacun des budgets. Et si par exemple une année comme l'année dernière, pour plusieurs raisons, on devait réaliser des émissaires, on n'a pas eu les CA du ministère de l'Environnement, ce qui fait que les argents prévus dans le budget 2014 ont été rapportés en 2015. Donc, cette année, vous devriez voir quelque part quelque chose comme 700 000 $ de prévus pour l'amélioration de la voirie. Ces projets-là de 400 000, entre autres, M. Simard préside le comité avec les présidents de villégiature pour discuter des priorités que les gens du milieu ont et qui y sont soumis à une table technique qui regarde aussi techniquement et bon an, mal an, dans la meilleure manière de faire, là, les tronçons d'intervention qui seraient proposés à chacune des années. Mais c'est fait vraiment par discussion, consensus. C'est sûr que vous me direz 400 000 par année, on ne fait pas... il y a 24-25 km de réseau routier, même dans la partie villégiature. C'est pour tous les secteurs villégiature ou bien pour tous les secteurs en gravier? Villégiature qui concerne, entre autres, Chemin de la Pointe, Chemin du Lac, secteur du Beaune, principalement. Les trois présidents sont le président du secteur Chemin de la Pointe, Chemin Vallée, le secteur de Chemin du Lac, qui concerne le Chemin du Lac, Chemin de la Traverse, et vous avez le Beaune de Saint-Méthode et aussi la troisième présidence. C'est la troisième présidence, le troisième groupe. En fait, c'est les trois groupes et les trois présidents le font de concert avec le groupe technique de la ville pour proposer des interventions d'année en année. Vous parlez de la suite de mes interrogations. J'avais déjà posé 2 fois des questions à M. le maire, mais puisque c'est M. Jérôme qui est, vous venez de me dire, qui est sur cette... Président du comité de villégiature. Vous êtes président du comité. Alors, Monsieur le maire, j'avais demandé à Monsieur le maire, là, je cite ce qui est écrit dans les procès-verbaux. Le 16 mai, le 23 février, Monsieur le maire m'avait répondu que la décision se prenait avec les présidents des associations. C'est bien ça que vous m'avez répété, mais ça, c'était pas dans le procès-verbal, c'est quelque chose que j'ai noté. Mais dans le procès-verbal du 16 mars, j'avais demandé des documents disponibles sur les travaux. Monsieur le maire m'avait répondu. Seuls les règlements sont disponibles pour l'instant, mais les projets prévus sont tous confirmés. Pour le 300 000, il y a discussion avec les présidents des associations. Alors, comme j'avais demandé 2 fois, puis qu'il m'avait répondu la même chose, maintenant, OK, ma demande, est-ce que ces rencontres ont eu lieu? Et est-ce qu'on peut avoir un compte-rendu, soit écrit, soit verbal, maintenant, de ce qui a été décidé? En fait, les rencontres ont eu lieu. Les rencontres ont eu lieu parce que, mais pour faire les choix logiques avec on est venu avec les 3 présidents à quand même un assez bon consensus. Maintenant, il y a quand on fait participer la partie technique de la ville pour être sûr qu'on ne fasse pas des travaux avant de faire d'autres travaux qui auraient dû être faits pour pas. Fait que là, il y avait une prise de données terrain qui se devait d'être prise par la ville. Ça, cet fait-là, je ne sais pas ce qu'on en est rendu là, au niveau de la prise de données terrain. Pour connaître là, au niveau des émissaires, là, pour pas. Et justement, avec le projet d'aqueduc, pas faire des choses qu'on sera obligé de refaire pareil quand on va arriver au moment de faire l'aqueduc. Là. Mais puis après ça, pour ce qui est des comptes rendus, à ce moment-là, il y a les 3 présidents sont là pour informer les gens aussi. Okay. On peut se référer à eux autres. Puis,
Je ne sais pas si tu pourrais répondre. Oui, effectivement. Là-dessus, je vais vous dire, la rencontre qu'on a eue ce printemps, on avait donné des petits mandats pour essayer d'avoir des certificats d'autorisation pour réaliser des émissaires au lac. Il y avait un projet de 3 émissaires, 2 sur le chemin du lac, on avait un aussi sur le chemin de la Pointe. Et on espérait ce printemps avoir les CA pour être en mesure d'intervenir. Et on n'a pas eu les certificats d'autorisation en tant que tels. On s'est remis en contact avec le ministère de l'Environnement. On a réalisé ce printemps toute la partie technique des relevés de terrain pour identifier les points bas, où seraient les sorties de drainage vers le lac, si vous voulez. On en a au moins une quinzaine d'établis à l'heure actuelle. Et on voulait, un petit peu comme M. Simard le disait, les concerter avec le projet d'aqueduc également. Parce qu'il va y avoir dans le projet d'aqueduc des fossés à reprofiler et il va y avoir aussi des nouveaux émissaires à planifier. On doit essayer d'utiliser au maximum possible les émissaires existants pour des raisons d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et le ministère nous a demandé de faire 2 à 3 aménagements typiques et de présenter un plan d'ensemble qui identifie la position de chacun des émissaires qu'on souhaite établir pour les chemins. Et on espère de pouvoir présenter une vue d'ensemble pour une rencontre avec le ministère de l'Environnement. L'idée, c'est qu'on voudrait en réaliser au moins 2 cette année. Il y a des travaux aussi, je ne vous cacherai pas, on avait discuté sur des projets au niveau de la réfection de chemin d'accès sur le chemin de la Pointe. Mais on va le soumettre aux gens du comité en tant que tel avant de lancer les devis en tant que tel ou l'appel d'offres, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi le chemin de la traverse, là, il y a un émissaire juste au bout là, qu'il faut. Donc, si on fait le chemin de la traverse sans avoir fait l'émissaire au bout, ça donne rien Donc, techniquement parlant, lors de la première rencontre, on n'avait vraiment pas tous les éléments pour que le comité se positionne. Et pour les prochaines rencontres, on le souhaite là, probablement après les vacances qu'on ferait la rencontre finale avec le comité pour lancer des appels d'offres à ce niveau-là. Mais là, on n'est pas en mesure de vous dire exactement là, ce soir où est-ce que ça peut être. Mon président de l'association. Deuxièmement, vous avez été retardé parce que vous avez pu réaliser les émissaires. Exact. On a pu obtenir les autorisations. Les émissaires, ça veut dire faire des analyses qui vont de... Les émissaires, c'est vraiment là, soit un canal ou une conduite qui fait évacuer les eaux des fossés le long de la route. Donc, c'est le cheminement de la route vers le plan d'eau. C'est les sorties vers les plans d'eau qui sont... C'est pas nécessairement naturel, c'est artificiel. Il y en a des naturels. Il faut bonifier, il faut obtenir des droits pour réaménager, sécuriser et stabiliser les émissaires naturels. Mais en certains points, on a des nouveaux à construire. Okay. Pour lesquels le ministère de l'Environnement doit nous donner des autorisations. Je comprends tout à fait qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir, faire une bonne étude avant de prendre des décisions. Et je comprends tout à fait qu'il y a des travaux qui seraient inutiles à faire, étant donné le projet d'aqueduc. Le projet d'ensemble, c'est oui, je comprends tout à fait. Je peux vous dire qu'on a des bonnes discussions avec les présidents, puis chacun représente son secteur, puis ça... De façon active. De façon active. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, M. le Pro-maire, membre du Conseil, Janine Lavoie. Dans le texte du règlement 14-873, il est mentionné une subvention gouvernementale de 4 683 352 et une participation de la Ville de 2 341 676, ce qui fait un total de 7 025 028 pour le projet Dessert Toundra. Lors de la rencontre, la Commission sur l'aménagement du territoire la semaine passée, le ministre Moreau a mentionné une subvention de 5 553 863 du gouvernement et une participation de la Ville de 500 000, ce qui fait un total de 6 053 863. Comment expliquez-vous la différence entre les deux? C'est pris dans le fond. C'est parce que dans le 5 millions de subventions, c'est un projet initial qui incluait aussi une conduite d'alimentation en eau de procédé, partir de la Rivière-à-Lourdes pour alimenter l'ancien site de la cogénération. La Ville a réalisé des travaux qui ont coûté 1 300 000 pour lesquels il y aurait un 800 000 de subventionnables à verser,
qui va l'être quand le projet d'ensemble va être accepté, donc le projet du 6 millions. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a, donc, il y a un résiduel des travaux déjà réalisés à 1,3 million et il y a 7 millions de travaux complémentaires. L'enveloppe globale étant de 8,3 millions, initialement. C'est pour ça qu'il y a un écart. Et la partie de là-bas, on n'a pas reçu encore le remboursement du 800 000 sur la première partie des travaux déjà réalisés. Ça veut dire que le 800 000 va être compris dans le 5 553 Oui. C'est Ça veut dire que à partir du moment où le règlement serait éventuellement accepté, il autoriserait le remboursement du 800 000 pour ce qui est déjà fait et il autoriserait le montant là, de 4 millions quelques 100 000 pour les travaux complémentaires à faire sur le nouveau site. Dans le fond, si dans l'éventualité, on n'aurait pas eu ce règlement d'emprunt-là, puis qu'on n'aurait pas eu la subvention, mais l'argent qu'on avait mis dans la première partie, on n'aurait pas eu la subvention associée à ça non plus. On récupère une subvention qui était admissible dans le premier projet. C'est-à-dire que l'argent qu'on avait mis là-bas, on l'aurait perdu si on n'avait pas eu la subvention pour faire le nouveau parc. Parce que le programme avait été accordé dans le cadre du premier site qui était celui de la cogénération. Oui. Et on avait réalisé une première partie de travaux. Mais comme le site a été modifié, c'est que ce que la Ville a demandé, c'est de transférer le résiduel du règlement sur le nouveau site. Mais tout en demandant le remboursement de ce qui avait été fait. Parce que ce qui a été fait déjà va être quand même utile parce qu'on va alimenter, entre autres, la cogénération en eau brute, qui vont payer les redevances au niveau des infrastructures mises en place. Ça va être de l'eau brute, ça sera De pas l'eau de l'eau brute. traitée. Ce qu'on appelle de l'eau brute, de l'eau non traitée. Non traitée. Oui. Mais la portion de la ville, au départ, devait être de 2 200 quelques mille, puis là, on disait 500 000. Le 500 000 là, que le ministre faisait référence, c'est dans le règlement d'emprunt que la Ville a un 500 000 qui est emprunté. Donc, le fardeau d'emprunt de la Ville est relié à 500 000. Quand il parlait du 6 piastres et 21 par année par citoyen, c'est l'endettement supplémentaire qui est le reste, le 1 million qui n'est pas là, ça se trouve à être qui a été pris à même le fonds de roulement. C'est dans le montage financier, c'est ça que vous parlez, cette partie-là, qui a été pris à même, les fonds. Dans la partie règlement, il y avait 1 million sur le fonds de roulement, il y avait 1 300 000 sur un règlement d'emprunt. Et ça excluait la première partie à réaliser, qui a été réalisée. Ça va, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup. On passe Sonia, Mme Boudreau, M. Paradis.